Imagine Connect va à la rencontre de ceux qui imaginent et créent des possibilités aux autres pour appréhender l'avenir en toute confiance. Visionnaires, entrepreneurs, créatifs, militants, porteurs de projets et plein d'autres, vous êtes une source d'inspiration. Je suis Prisca Tuzola, fondatrice des studios Imagine. Notre ADN, c'est de croire qu'avec beaucoup d'imagination, nos possibilités deviennent illimitées. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver dans ce podcast. Et aujourd'hui, j'ai un invité on fire. Alors, je lui mets déjà la pression. Il s'appelle Melvin. Aucune surprise pour vous parce que vous avez vu son nom. Mais vous allez voir, vous allez le découvrir. Il est super. Il est super sympa d'ailleurs. On va parler un petit peu de notre petite histoire, comment on s'est rencontrés. En tout cas, moi, je suis contente de vous retrouver. Merci à tous ceux qui nous écoutent actuellement jusqu'à maintenant, des personnes qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux. Je rappelle qu'on est présent aussi sur LinkedIn, mais on est aussi présent sur Instagram. On fait des petites vidéos comme ça, un peu capsules, super sympa pour présenter un peu mieux nos invités. On a un site internet aussi. Merci à vous et merci aux personnes qui découvrent aussi ce podcast. Merci pour vos retours, pour vos avis, pour vos commentaires. C'est super sympa et je voulais vraiment commencer cet épisode par vous remercier parce que ça y est, j'ai déjà sorti quelques épisodes. Le petit stress, la petite pression du début, ça y est, c'est passé. Et aujourd'hui, je suis contente de vous faire découvrir une personne qui crée des possibilités, en particulier pour les femmes, mais il en crée aussi de façon générale. Et vous allez le découvrir. Peut-être que certains vous le connaissez ou pas, mais vous allez voir, il est trop sympa. Alors, il s'appelle Melvin. Salut Melvin. Salut Prisca, ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, je vais bien, je vais bien. Merci de me recevoir, c'est super sympa. Bah écoute, je te remercie. On a eu du mal à booker cet épisode, je te le disais en off, mais ça y est, c'est enfin là. On a réussi à matcher nos agendas. Alors Melvin, c'est un fondateur, il est nouvellement écrivain. Vous allez voir, il va nous raconter toutes ses possibilités et toutes les choses qu'il fait maintenant. C'est super. Il est drivé par son projet et on va en parler. Alors Melvin, j'espère que tu es content d'être là avec moi. Ouais, je suis ravi qu'on puisse échanger. C'est trop bien de me donner l'occasion de parler de la cause qui m'anime. Franchement, c'est génial. Merci pour ce que tu fais. Bah écoute, c'est cool. Et donc, pour commencer, Melvin, alors, je vais juste raconter une petite anecdote de comment nous on s'est rencontrés. Je sais pas si tu veux la faire ou tu veux que je raconte l'histoire. Ça dit? Vas-y, de ton point de vue, parce que moi je la connais déjà, cette histoire. Bah, écoute, je vais raconter de mon point de vue. Alors, on s'est rencontrés à Founder Night, qui est un événement d'entrepreneurs. D'ailleurs, j'en parle aussi dans un des podcasts avec Benjamin Burlet, qui est déjà passé dans la Moulinex. Et je vous invite à écouter l'épisode avec lui. Et donc, alors, on a passé quasi toute la soirée ensemble avec Melvin. On a discuté, c'était super sympa. On était tout derrière, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi, je suis arrivée super tôt, mais je me suis mise tout derrière. Et c'était le brouhaha comme pas possible. Mais on a réussi à écouter tout le monde. Il y avait un talk de Yomi Denzel. Il y avait plein d'autres personnalités qui étaient présentes, mais c'était cool. Et donc, je me suis dit, moi, je vais rester en contact avec Melvin. Enfin, ça s'est vraiment fait comme ça. On est resté, on a resté à échanger sur LinkedIn. Il m'a parlé un petit peu de son projet. Je lui ai parlé aussi du mien. Alors, à l'époque, il était incubé chez La Ruche. Alors, je ne sais pas s'il est toujours incubé chez La Ruche, mais on va en parler. Donc, ça s'est fait un peu comme ça. Et aujourd'hui, on est resté en contact et ça donnait cette possibilité, cet épisode de podcast. Alors, j'ai pas dit de bêtises, tout était correct, Melvin, jusqu'à présent? Tout était correct. Et à mentionner qu'on ne se connaissait pas avant. C'était une soirée networking pour entrepreneurs et effectivement, on a networké. Tout à fait, on Donc a c'était très, networké très sympa. et on est resté en contact et ça sert à ça d'ailleurs. Je vous invite à écouter l'épisode sur la communauté. Enfin bref, je m'arrête là. Alors, Melvin, je te laisse pleinement la parole parce que moi, si je commence, je ne m'arrête pas. Mais là, je vais m'arrêter pour te laisser pleinement la parole. Et l'idée ici, Melvin, c'est vraiment que tu nous parles un peu de toi. Alors, je disais tout à l'heure que tu es fondateur, tu es écrivain aussi. D'ailleurs, le livre qui sort bientôt, qui est déjà peut-être sorti, je ne sais pas, mais peut-être que quand vous allez écouter le podcast, il sera déjà à disposition de tout le monde.
Et donc, mais avant ça, on va parler de tout ça, on va un petit peu aller en profondeur de tout ce que tu fais. Mais avant, Melvin, tu vas nous parler un peu de toi, qui tu es, d'où tu viens et le pourquoi tu fais ce que tu fais, en vrai. C'est ça qui m'importe parce qu'en fait, au-delà de tout ton parcours, de tout ce que tu fais, il y a une raison et il y a d'abord le toi. Et donc, euh, et donc, Go, je te laisse la parole, Melvin, raconte-nous un peu ta petite vie. Alors, bah, pour prendre ma petite vie, donc moi, pour faire le portrait rapidement, donc je suis un homme déjà, j'ai 28 ans. J'ai un parcours, enfin, je viens plutôt d'une famille modeste, classe moyenne, en gros. Je vais dire que j'étais plutôt bon en maths, et donc j'ai suivi le parcours classique de quelqu'un qui est bon en maths, donc classe préparatoire. Puis ensuite école d'ingénieur. Là, jusque-là, rien de, voilà, de très fantasque. Mais par la suite, en fait, enfin, lorsque j'étais dans mon parcours en classe prépa, il y a eu, enfin, il y a ces moments où, notamment, on a fait ce qu'on appelle des cols, par exemple, et dans ces cols, on se pose pas mal de questions. On prend des articles de journaux, on essaie de les analyser, de comprendre, et en fait, on s'ouvre un peu le regard sur le monde, hein, si on peut dire les choses comme ça. Et c'est là où j'ai commencé à être sensibilisé aux premières causes. Il y a des causes qui résonnaient plus que d'autres, des causes en lien avec l'écologie notamment. Puis je commençais à me poser des questions, à me demander mais enfin pourquoi le monde prend la tournure qu'il prend. Et puis en école d'ingénieur, on a plein d'associations dans lesquelles on peut rentrer, on peut s'investir. Et donc moi on va dire que j'ai continué de cultiver cette fibre, de me renseigner. Et donc mon engagement a commencé à cet endroit-là par l'écologie. Et j'ai passé après quelques années dans le conseil en développement durable, hein, où j'étais dans un cabinet de conseil classique, hein, globalement, où en gros je faisais des missions chez des acteurs qui avaient un lien de proche ou de loin avec le développement durable. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que ce qui était un travail qui avait du sens, théoriquement, pour la société, donc parce que je travaillais sur des thématiques de développement durable. Donc en fait, aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de personnes qui voudraient faire ça. Et je me rendais compte que ce qui était le sens pour la société n'était pas le sens forcément pour moi. C'est-à-dire que moi, je ne m'épanouissais pas forcément dans ce travail-là et j'avais besoin d'autre chose. Et donc j'ai pivoté vers l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, je suis cofondateur d'une startup qui s'appelle Femka. Donc c'est une entreprise engagée dont le but est de, de démocratiser l'investissement auprès des femmes notamment. Parce qu'aujourd'hui, c'est une population, des personnes qui investissent moins que les hommes notamment. Et c'est un schéma qui va renforcer les inégalités économiques entre les gens dans la société. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais du coup, je suis Carrément. passé d'un combat qui était plutôt lié à l'écologie, où c'était une cause qui me parlait beaucoup. Et aujourd'hui, je suis plutôt sur des thématiques qui sont liées à l'inclusion. Et c'est passionnant, c'est passionnant. Non, mais Donc, c'est ce qui me hyper drive au passionnant. quotidien, Ouais. Vas-y, vas-y. si je en une réponse, hein, pour être clair, je dirais, je trouve que, enfin, l'injustice, c'est un truc qui me gêne beaucoup. L'injustice économique, l'injustice sociale, ce genre de choses. Et j'ai toujours trouvé ça hyper intriguant, le fait de pouvoir allier à la fois le côté business, donc créer une nouvelle solution, et à la fois que ça a un impact positif, c'est-à-dire qu'on crée pas une solution juste pour créer quelque chose, un nouveau service qui fera de l'argent finalement, mais quelque chose qui a une portée un peu plus longue. Et en fait, plus ça se développe, plus on a intérêt à ce que ça continue de se développer. Tu vois, on peut prendre l'exemple de Blablacar. Aujourd'hui, dans l'écologie, enfin, c'est une super idée que de faire du covoiturage. Et moi, je suis hyper admiratif en fait des gens qui ont réussi à combiner ces deux choses et du coup à faire avancer la société dans le bon sens pour donner des possibilités aux gens. Si je reboucle avec le podcast. Yes, trop bien. Et en fait, tu veux créer quelque chose qui a du sens, en fait. C'est pas l'idée, c'est pas juste de gagner de l'argent. Alors, si on en gagne, tant mieux, parce qu'il faut bien vivre. Mais ça ne suffit pas, quoi. Il y a vraiment, en fait, t'es missionné. Tu veux laisser ou contribuer, en tout cas, à un impact positif dans le monde, en France ou autour de toi et auprès des femmes. Globalement, c'est un peu ça, hein. Oui, bien sûr, c'est exactement ça. En fait, je pense que ça fait un peu partie de la définition que j'ai de la réussite. Enfin, dire qu'avoir des millions ou des milliards sur son compte en banque, très bien, c'est un signe de réussite, mais je trouve que c'est un signe de réussite de l'ancien temps, si on veut. Et aujourd'hui, c'est justement ces gens qui ont des millions, des milliards, ils ont des moyens qui sont conséquents pour faire bouger les choses et pour boucler la boucle finalement, enfin,
on, pour boucler la boucle, pour moi, pour aller au bout des choses, pour aller au bout de ce qu'une personne, de ce que je pourrais appeler une personne qui réussit, ben justement, c'est en arriver à mettre nos moyens, donc notre temps, notre argent, au service de faire avancer cette cause qui est collective. Ok, ok. Et donc, super intéressant, Melvin. C'est même ça l'idée des possibilités. C'est donner du sens à ce qu'on fait, mais surtout voilà, faire participer les autres à ce qu'on fait et peut-être aider les autres à améliorer la vie des autres, tout simplement. Et c'est pour moi ça le sens même des possibilités. Et tu l'as un petit peu mieux dit, en tout cas, ta façon de voir les choses. Et donc, juste pour revenir un petit peu rapidement sur ton parcours, tu es un élève plutôt peut-être modèle, tu travaillais certainement bien à l'école, un matheux de fou. Alors moi, je détestais les maths, donc voilà, c'est fait. Mais du coup, est-ce que l'entrepreneuriat s'est présenté à toi dès le départ ou à un moment donné, tu voulais suivre un parcours hyper classique, genre, voilà, aller travailler dans une entreprise, tu as un diplôme et faire un peu comme tout le monde, en fait, parce que finalement, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose qui se détache de ce parcours un peu classique où il y a un événement qui s'est passé autour de toi, tu t'es dit bah tiens, voilà, je vais devenir entrepreneur, je vais créer une boîte, je vais cofonder une boîte avec quelqu'un et puis go quoi. Comment ça s'est passé en fait ce moment-là? Alors, en fait, ça s'est fait progressivement et je pense que la prise de conscience a été plutôt tardive. En fait, j'étais pour rembobiner l'histoire, quand j'étais en école d'ingénieur, je gravitais un peu dans ce monde-là. C'est-à-dire que j'allais régulièrement à des événements liés à l'entrepreneuriat. J'allais voilà, participer à des sprints où je montais des projets à l'espace de 24 heures ou 48 heures. Mais concrètement, on fait pas grand-chose hein, dans ce temps-là. Mais on commence à avoir cette gymnastique un peu de création. Et je le faisais parce que je prenais simplement du plaisir. Je trouvais ça intéressant de venir réfléchir à un projet, d'essayer d'avancer, de voir comment on pourrait le hacker, aller vite, rapidement, le développer, le déployer et réfléchir au plan, comment on pourrait faire. En fait, rien que ça me procurait du plaisir, mais je prenais ça comme un jeu. Et à côté de mes études, j'avais aussi quelques projets comme ça, mais pareil, rien de bien sérieux. Et en fait, à la fin de mes études, en dernière année d'école, je trouvais ça, j'ai l'impression de rentrer dans la cour des grands, si tu veux. Mm. Et je me disais, ouais, bah en fait c'était bien pour s'amuser, mais maintenant en fait il va falloir que tu gagnes de l'argent. T'as pas spécialement d'idées, t'as pas encore développé ton réseau, t'as pas encore spécialement de compétences. Enfin bref, tous les freins qu'on retrouve dans le syndrome de l'imposteur et ce genre de choses. Et donc naturellement, mon cerveau, si tu veux, il s'est dit ok bah en fait suis la voie toute tracée. Alors moi j'étais hyper admiratif des personnes qui avaient déjà un plan de carrière à 5 10 15 bon si on peut appeler ça un plan de carrière à 5 ans hein, mais 5 10 15 20 ou même 30 ans qui savaient exactement où est-ce qu'ils souhaitaient aller. Pour moi c'était impossible de prévoir ça. Déjà j'avais du mal à prévoir mon prochain job, mais c'est en fait parce que derrière j'étais en train de me voiler la face entre guillemets et je sentais que je voulais faire un truc où je me sentais pas encore capable en fait, le fait d'être entrepreneur. Et donc j'ai passé plusieurs années en conseil et au bout d'un moment j'étais tout simplement plus aligné et c'était plus possible, c'était l'heure en fait de sauter. Et en faisant le point, en faisant le point sur ma vie, tout simplement, sur le point sur ce que j'ai aimé faire dans le passé, en faisant le point sur ce qui me fait vibrer, les endroits ou les activités qui m'amusent en fait, tout simplement. Je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, ça faisait partie des chemins à explorer. Et donc, vraiment aussi bête que ça, ce que j'ai fait par la suite, c'est je me suis inscrit prochain Startup Weekend quand j'ai eu cette prise de conscience. Je me suis inscrit à un Startup Weekend, le prochain qui arrivait sur mon agenda. Et c'était un Startup Weekend sur l'entrepreneuriat au féminin. Alors pour ouvrir une parenthèse, hein, un Startup Weekend, c'est un événement qui dure 48 heures dans lequel on vient développer le projet de quelqu'un qui a une idée, qui a déjà avancé sur cette idée à un stade plus ou moins important. Et l'idée derrière, c'est donc d'aller mettre ses forces bénévolement, ses forces, ses compétences à disposition de cette personne pendant 48 heures pour s'immerger dans le monde de l'entrepreneuriat, dans cette énergie de création et essayer de faire quelque chose. C'est un peu comme Et un hackathon en fait, c'est ça, hein?
Exactement. Le hackathon, c'est sur une partie code, c'est plutôt du développement informatique, je crois. J'ai jamais Ouais, c'est participé, ça. mais il me semble. Mais c'est un peu le Et bien là, concept, quoi. C'est l'idée. Ouais. exactement, c'est tout à fait ça. Et donc on vient sur ce projet, et en fait, il s'avère que il y avait à cette époque mon associé, mais je ne savais pas encore, qui était là, qui a pitché le premier projet, qui était autour de l'éducation financière chez les femmes. Et à cette époque-là, en fait, moi, j'avais absolument pas conscience de l'importance de l'éducation financière, en particulier chez les femmes. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler après. Et en fait, elle m'a un peu ouvert les yeux sur le sujet, m'a fourni pas mal de documents, de livres, de papiers. J'ai pu m'instruire et je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme injustice en fait à ce niveau-là. Et, euh, et j'avais envie de faire de l'éducation financière parce que pour moi, transmettre, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens. Donc donner des connaissances autant que possible. Et du coup, à travers ça, eh bien, c'était un peu une évidence. On s'est rencontrés, on a discuté beaucoup, et ensuite, cet appel pour l'entrepreneuriat, je me suis dit que j'allais mettre mon énergie dans ce projet, et il s'est concrétisé à travers ce projet. Trop bien. Et ça date de quand, en fait, votre rencontre, déjà, quand tu l'as rencontré et ensuite tu t'es pleinement investi chez FMK? C'est quoi le timing pour ça? Alors, je pense que c'est vraiment variable d'une rencontre à l'autre. Nous, on ne se conna- je l'ai rencontré au Mhm. mois de mai il y a 2 ans. Et on a mis environ 5 mois à s'associer. Donc on s'est rencontrés au mois de mai. Dans les grandes lignes, on est parti chacun en vacances, droite à gauche. Puis moi, c'était resté un peu comme une graine. Je me disais, mais ce projet, il y a vraiment quelque chose à faire. Et du coup, une fois que les vacances sont passées, en septembre, eh bien, je l'ai recontacté et on a commencé à prendre un verre ensemble. J'étais très transparent sur ma démarche en lui disant que je pensais que j'avais des choses à apporter à ce projet, que ça me parlait beaucoup. Et on a continué d'échanger et on a passé beaucoup de temps en fait à s'aligner, à discuter finalement de ce qu'on souhaitait quand on entreprenait, de ce qu'on souhaitait faire du projet aussi si on s'associait, ce genre de choses, parce on avait conscience que la première cause d'échec d'un projet entrepreneurial, c'est son équipe. Et donc on voulait faire en sorte de maximiser les chances de réussite de ce projet. On avait des visions, des parcours très très complémentaires, puisque moi j'ai une approche classe prépa, très analytique, peu d'empathie, tu vois, si je dois schématiser. Cliché. Ouais, mais en fait à la base c'était comme ça, et elle c'est plutôt l'inverse. Et donc on a appris, si tu veux, à communiquer et à tirer en fait parti de nos compétences complémentaires. Je pensais Ouais. qu'avant que j'étais empathique, mais après j'ai compris que je l'étais pas, pas trop. Bah écoute, c'est ça un peu l'impact des rencontres parce qu'en fait, finalement, les gens se complètent et vous tirez le meilleur de l'autre. Et donc, bah, du coup, tu as fait une belle transition parce qu'en fait, on va se focus maintenant sur Femka. Donc, on a parlé un peu de la jeunesse de Femka, votre rencontre et finalement donc ce projet. Et donc, entre-temps, vous avez été incubé chez La Ruche, je crois. Vous avez suivi un programme d'incubation. Je ne Ouais. sais pas si tu es encore incubé chez La Ruche ou dans d'autres programmes d'incubation. Juste, tu peux nous en parler, juste un petit mot sur cette aventure euh, chez La Ruche ou d'autres Ouais. incubateurs s'il y a lieu. Alors, donc FMK, c'est juste pour remettre, je sais pas si je l'ai dit un peu plus tôt dans le podcast. En gros, ce qu'on y fait, la mission de l'entreprise, c'est de démocratiser l'investissement auprès des femmes. Et donc pour ça, on a 3 actions. La première action, c'est une action de sensibilisation. En gros, on essaie de faire comprendre, que ce soit enfin, aux hommes et aux femmes, hein, sans considération de genre, que en fait c'est important d'investir, qu'il est important d'investir parce que de plus en plus, ça devient de l'ordre de la responsabilité individuelle que d'investir. On le voit avec les retraites, de plus en plus l'âge recule, les sommes diminuent, et que au bout d'un moment, en fait, si on n'a pas investi au cours de notre vie, eh bien, on se rend compte que à l'âge de 65 ans, potentiellement, on va vivre en fait dans une précarité économique qui est importante. Et donc, c'est important de prendre le sujet le plus rapidement possible pour commencer à prévoir les prochains jours. Donc, nous, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est de la sensibilisation. Ensuite, pour celles qui veulent aller plus loin, on fait de la formation, tout simplement. Donc, on délivre des parcours de formation, dont le but, c'est de passer de quelqu'un qui a envie, mais qui n'a pas spécialement n'a pas les compétences, à l'action et avoir des résultats concrets, que ce soit dans n'importe quel type d'investissement. Investissement sur les marchés financiers, dans l'immobilier, etc., etc. Et le troisième volet, c'est un volet qui est aussi qui est plus communautaire, où là,
Là, on vient en fait encadrer un espace aujourd'hui digital, peut-être demain physique, où les femmes peuvent parler d'argent sans être étiquetées de quelconque préjugé ou enfin simplement peuvent échanger les bons plans qu'elles ont entre elles, les questions qu'elles ont, sans enfin, dans un safe space. Tu vois, c'est un peu ça Mm. la philosophie. On a été effectivement, comme on développe le projet, on a été incubé plusieurs fois. On a été incubé chez Les Premières, qui est un entrepreneur, un incubateur en Île-de-France pour les porteuses de projets, lorsque les porteurs de projets sont des porteuses de projets. Et on a été aussi incubé à La Ruche dans un programme de Tech for Good, donc un programme d'impact. Donc, globalement, pour résumer, un programme d'incubation, c'est on va dire qu'il y a un début et une fin, et le but c'est d'avoir déjà un plan quand on y rentre de comment ce qu'on va essayer d'en ressortir de ce moment-là. Donc par exemple la ruche, on a essayé de passer pas mal de temps à réfléchir à l'impact qu'on voulait avoir, à comment on allait structurer notre entreprise. C'est des moments où on est en promo, donc on échange beaucoup, on échange notre carnet d'adresses, on échange nos perspectives, on échange des solutions. Et on est aussi à l'intérieur d'un écosystème, puisque la ruche, il y a des locaux. Par exemple, nous, on est à la ruche à Paris, donc c'est dans le 20e, il y a plus d'une cinquantaine de structures, donc autant de rencontres possibles. Et donc, parfois, il y a des synergies, il y a des échanges, il se passe des choses, et c'est super riche, et on n'avance jamais aussi vite que quand on est bien entouré. Donc à chaque fois, ouais, ça a été une formidable aventure. C'est trop top le parcours, en tout cas le parcours entrepreneurial de Femka et en association du coup avec toi et ton cofondateur et le fondateur, enfin la fondatrice de Femka. Mais l'idée c'est aussi de comprendre un petit peu pourquoi toi Melvin vous voulez pourquoi créer une plateforme de formation. Alors il y a la dimension plateforme, il y a la dimension tech. Hein, tu as parlé de Tech for Good. Peut-être, je ne sais pas s'il y a lieu de définir ce que c'est, mais donc il y a une plateforme de formation qui va être destinée aux femmes. Donc on parlera de pourquoi les femmes aussi, parce que ça c'est un énorme sujet. D'ailleurs, on est là pour ça. Mais pourquoi une plateforme de formation aux finances? Alors, indépendamment du genre, si on regarde pas cet aspect-là, je pense on peut tous et toutes convenir que l'éducation financière en France, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes il y a beaucoup de personnes qui sont très renseignées. Il y en a aussi beaucoup, encore plus d'ailleurs, qui en fait sont passées, enfin passent complètement au travers, parce qu'en fait, ce n'est pas vu dans les parcours d'apprentissage de l'éducation nationale, tout simplement, même si les choses sont en train de changer aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et de plus en plus, en fait, on fait peser la responsabilité des décisions financières sur l'individu. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, de plus en plus, on attend une certaine autonomie de l'individu, notamment quand les informations sont accessibles sur Internet. Et le souci, c'est que bien que ces informations sont accessibles sur Internet, en fait, il y a quand même une barrière à l'entrée qui est existante, que ce soit en termes de jargon, que ce soit en termes de philosophie, en termes, enfin, de pensée, de manière de penser, de concepts à connaître, finalement, même de compétences un peu mathématiques, hein, parce que parfois, on est face à des chiffres, ce genre de choses, de relations à l'argent, ce genre de choses. Et en fait, tout ça, ça vient toucher à l'éducation financière des Français et des Françaises en général. Et aujourd'hui, il y a un déficit d'éducation financière. Si on regarde les chiffres, il y a environ 8 personnes sur 10 aujourd'hui qui cherchent à passer à l'action, donc qui souhaitent investir. Mm-hmm. Donc on est dans une phase de budget et d'épargne qui est là, donc 8 personnes sur 10 qui veulent investir. Mais aujourd'hui, si on regarde chez les hommes, il y a finalement allez, 38% des hommes, 38-40% des hommes qui investissent versus 80 qui disent vouloir le faire. Donc on a un gap, une personne sur deux qui le fait à la fin. Et pour les femmes, on est plutôt aux alentours de 20-23%. C'est les derniers chiffres, 23%. Donc en gros, voilà, on a des femmes, 2 femmes sur 10 sur les 8 qui voulaient, on en a que 2 qui investissent. Donc à la fin, on a un énorme gap. Donc on voit que il y a une volonté, une envie de le faire. En revanche, il y a un passage à l'action qui est entravé par différentes raisons, notamment par le fait il y a un manque de connaissances et donc de confiance confiance en soi pour se lancer, d'endroits pour en parler aussi, sans qu'on nous facture des honoraires, hein, tout simplement. Il y a un manque, il y a différents manques. Il y a aussi un manque, par exemple, au niveau si je regarde du côté spécifiquement, par exemple pour les femmes, on voit que simplement le fait qu'il y a un écart de revenus entre les hommes et les femmes, on se rend compte que du coup les femmes peuvent moins investir que les hommes parce qu'elles gagnent moins, ce genre de choses. Et comme ça, il y a tout un ensemble de raisons qui expliquent le fait que
bah, qu'aujourd'hui on a un investissement qui est moindre de la part des femmes que des hommes. Ouais, complètement. Et donc, les banques aujourd'hui ne suffisent pas justement pour apporter ce genre de connaissances aux individus qui veulent investir. Parce que c'est vrai, tu l'as dit, je pense que tout le monde fait ce constat-là. On veut tous investir, on veut tous avoir une autonomie un pouvoir sur nos finances, mais c'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, tu as dépeint un tableau que j'approuve. Il y a une inégalité qui est là au niveau des femmes et des hommes, et on le sait à peu près, mais les banques ne suffisent pas justement pour aider, en tout cas pour apporter des connaissances aux individus parce que tout le monde a une banque, tout le monde a une carte de crédit, tout le monde a un conseiller bancaire, et souvent on nous appelle pour nous dire des rendez-vous ou autres, mais ça ne suffit pas, selon toi? Alors, moi je vois plutôt les banques comme elles ont un rôle secondaire dans l'éducation, c'est-à-dire qu'elles vont, bien sûr qu'elles vont créer du contenu et elles vont faire en sorte d'éduquer leurs clients, mais elles le font dans la mesure du possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conseils, c'est pas forcément le rôle d'un conseiller bancaire, c'est-à-dire qu'à la marge, il peut fournir ou elle peut fournir des informations. En revanche, on va dire qu'un conseiller bancaire ou une conseillère bancaire, elle a parfois enfin, des centaines de clients dans son portefeuille. Et si cette personne, elle devait éduquer chacun de ses clients et de ses clientes pour parfaire son éducation financière, finalement, elle s'en sortirait pas et elle ferait plus son métier. Donc, c'est simplement aujourd'hui impossible pour une banque que de faire ça. Et ça demande un travail de la part de l'individu en tant que tel. Donc ça demande de se former, hein. Pas forcément de secret. Donc acheter des livres, écouter des podcasts, regarder des vidéos sur YouTube, acheter des formations, c'est tout ça. Il y a une responsabilité individuelle, et donc Femca qui est là justement pour rendre tout ça accessible, en particulier pour les femmes. Et comment vous faites ça? Et ça rejoint un peu la deuxième question qui est c'est quoi les actions de Femca? Qu'est-ce que vous faites? Les actions, les programmes, parce qu'il y a des programmes de formation aussi. Mais comment vous faites ça? Comment vous rendez accessible alors la connaissance sur les finances? Et d'ailleurs, on va parler du mot éducation, parce que je l'avais posé en off la dernière fois, je ne sais pas si tu te souviens, parce que moi, ce qui m'avait un peu interloqué, c'était éducation au financement aux femmes. Éducation, comme si les femmes ont besoin de s'éduquer au financement, mais les mots sont très justement choisis, et ça sera aussi intéressant que tu nous en parles. Mais avant ça, justement, c'est comment vous vous rendez ça accessible aux femmes? Ouais. Alors, en fait, nous, on part du constat qu'en fait, l'industrie financière, enfin, le monde de l'investissement de manière générale pendant très longtemps été fermé aux femmes. C'est-à-dire que, par exemple, il fallait, la bourse a été créée, je crois que au XVIIIe siècle, et en fait, elle a été ouverte aux femmes que dans les années 60. Donc rien qu'avec cet exemple, on voit il y a plus de 150 ans où en fait c'était fermé aux personnes en robe, donc c'était fermé aux femmes. Et il a fallu pareil attendre les années 60 pour que les femmes puissent en fait faire ce qu'elles veulent de leur argent sans avoir l'accord de leur mari. Et en fait, le fait d'avoir cette historique culturel, eh bien aujourd'hui, ça a un impact dans le monde financier. On se rend compte que majoritairement dans la culture, lorsqu'on pense à un financier, on va avoir plutôt tendance à penser à un homme en costard-cravate plutôt plutôt qu'à une femme qui est en train de trader derrière son ordinateur, par exemple. Et dans l'imaginaire collectif, en tout cas, c'est ces images qui sont présentes. D'ailleurs, c'est confirmé par des rapports qui étudient ça et qui disent que s'il y avait plus aujourd'hui une plus grosse parité dans l'industrie financière, dans l'industrie bancaire, eh bien, il y aurait aussi davantage de femmes qui se sentiraient moins exclues du monde de l'investissement. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une femme sur deux qui considère que l'investissement n'est pas pour elle. C'est-à-dire qu'elle a prévu soit de déléguer, soit de ne pas le faire, d'entrée de jeu, sans s'y intéresser. Et donc ça, c'est un réel, c'est un réel problème qui est dû à cette culture, à cette histoire où la finance a été pendant très longtemps la chasse gardée des hommes. Et aujourd'hui, c'est resté fermé. Et donc, alors c'est resté, pardon, ça s'est rouvert, mais ça a été longtemps fermé. Ça a du mal à s'ouvrir. Le fait que ça ait du mal à s'ouvrir et le fait que ça a été longtemps fermé aux femmes, ça fait que eh bien, enfin, une très grande partie en tout cas des idéaux de la finance, de l'imaginaire financier, eh bien, ça fait appel à des codes culturels qui sont des codes qui sont valorisés pour les hommes.
Ça veut dire qu'on va mettre en avant et valoriser la performance. Ça veut dire qu'on va valoriser, enfin, on va retrouver par exemple le champ lexical de la guerre. On va dire, bien, on va battre le marché, par exemple. Donc en fait, on va valoriser tous les codes qui sont finalement des codes qui sont très masculins, dans lesquels les femmes ne se retrouvent pas forcément. Donc on va valoriser un imaginaire qui est très masculin. Pour donner un exemple, hein, j'ouvrais une newsletter de finance récemment. La première chose qu'on voit, c'est comment faire mieux que le marché, en gros. Et là, on voit une aiguille de voiture sur un fond bleu et noir de tuning, tu vois. Enfin, c'est que des codes qui restent très masculins. Et donc la première chose à faire, c'est de se détacher de tout ça et de se dire, ok, comment j'enseignerais la finance, enfin, comment j'essaierais de transmettre ces connaissances si si je devais m'affranchir de tous ces codes culturels là et essayer d'intéresser en fait les femmes concrètement, parce que si elles se sentent exclues, c'est qu'à un moment elles pensent que ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire que l'image qui est renvoyée n'est pas une image qui les intéresse, dans laquelle elles se retrouvent. Et donc la première chose à faire, c'est de se dire ok, maintenant comment je fais pour repenser cette image et essayer de proposer un imaginaire collectif pour les femmes et qui est lié à la finance, qui les intéresserait, qui leur ferait se dire ok, maintenant je prends en main mes finances parce que je vois que j'ai à y gagner et la destination, le fait de maîtriser mes finances personnelles, le fait d'investir, c'est un truc qui me parle beaucoup. Et donc nous, la première chose qu'on a fait, c'est d'étudier et de comprendre pourquoi les femmes investissaient. Celles qui le faisaient, qu'est-ce qui les motivait? Pourquoi concrètement elles y allaient? Et en fait, on s'est rendu compte, par exemple, que les femmes et les hommes n'investissaient pas de la même manière. On s'est rendu compte que lorsque la performance va beaucoup plus parler à des hommes, dans un schéma de décision de se dire, OK, je vais aller investir sur A plutôt que B, eh bien, on se rendait compte que la partie qui concernait par exemple l'endroit où va l'argent à la fin. Donc, est-ce que je peux avoir confiance dans l'interlocuteur qui va récupérer mon argent? Où est-ce que va l'argent à la fin? Qu'est-ce que je vais financer? C'est quoi la place des valeurs? Est-ce que je vais financer, je sais pas, l'écologie ou les énergies fossiles, tu vois, ou l'armement, comme ça, que sais-je. Eh bien, on se rendait compte que dans la prise de décision, chez les femmes, par exemple, cet aspect-là a plus d'importance. C'est-à-dire il y a une réelle importance à savoir à la fin, où est-ce que va l'argent? Qu'est-ce que j'ai fait de mon argent? Est-ce que ça va soutenir quelque chose qui a du sens pour la société? Eh bien, le fait de ne pas, de laisser une industrie financière qui est bâtie sans considérer que certains individus, donc que les femmes en majorité prennent des décisions sur des critères qui sont différents des hommes, eh bien, ça fait on a aujourd'hui une industrie financière qui est construite par des hommes et qui parle majoritairement à des hommes, parce qu'il n'y a pas eu ce constat qui a été fait qu'il y a des individus, donc il y a des femmes en l'occurrence, qui investissent d'une manière différente, et donc c'est nécessaire de commencer à parler d'une manière différente. Alors pas changer les produits, hein, parce que les produits sont là, ils existent. En revanche, les motivations qui font que les femmes investissent sont différentes, et donc il faut commencer à parler d'une finance qui est aussi différente. Et aujourd'hui, tous les outils sont accessibles. Par exemple, le fait de remettre la finance à sa place et de dire mais la finance en fait c'est à la base qu'un outil pour financer des projets, et donc il faut repartir de soi et il faut réfléchir à quels sont nos projets de vie, et puis ensuite on voit comment on peut les financer, notamment grâce à l'investissement. Ça, c'est une autre manière de voir les choses. On rentre pas par le produit comme on a l'habitude de faire en France, en se disant les produits à disposition c'est une assurance vie, des crypto-monnaies, de l'or, etc., etc. Et là-dessus tu pourras avoir une performance de X, Y ou Z. Ben non, là, on commence plutôt en se posant des questions sur un projet de vie, et à partir de là, on redescend sur différents produits, et ça, on se rend compte que c'est des approches qui existent, hein, on n'a rien réinventé, mais qui parlent beaucoup plus aux femmes. Et donc l'idée, c'est de remettre l'église au milieu du village et de comprendre que en fait la norme, eh bien, c'est que c'est une industrie qui a été majoritairement masculine, qui l'est toujours, et qui parle en majorité aux hommes, parce que en fait, il y a un problème dans l'étude la compréhension des personnes, pourquoi les gens investissent concrètement. Et du coup, l'idée, c'est de s'affranchir tout ça et de construire du coup des parcours de formation qui tiennent compte du fait que les femmes investissent d'une certaine manière, qu'elles ont une certaine motivation, de recréer un imaginaire entre les femmes et la finance, pour qu'à la fin, elles aient envie tout simplement d'investir et qu'elles prennent en main leurs finances personnelles. Et du coup, Complètement. nous, c'est ce qu'on fait, et ça, on le met dans nos formations. C'est marrant, mais j'étais en train de me dire pendant que tu parlais, c'est il y a très peu en fait de contenu sur comment gérer ses financements. Alors, il y en a beaucoup sur l'immobilier, sur investir dans ceci, dans cela, mais il n'y a pas de formation qui donne vraiment de connaissances, si je peux me permettre, sur la gestion de ses finances et sur comprendre ses finances. Tout à l'heure, tu disais un truc que j'ai noté, qui à mon sens est hyper pertinent, c'est personne ne se pose la question de
enfin, où va son argent en fait et comment tu dépenses ton argent finance quoi. On a notre argent Mmh. sur notre compte bancaire, on le dépense d'une certaine façon, mais personne ne se pose la question. Et ça, je trouve ça pertinent parce qu'il existe tellement de choses. Et en fait, on ne connaît pas la destination de notre argent. Alors, je ne savais pas que les femmes se posaient beaucoup la question là-dessus. Et c'est d'ailleurs super intéressant, extraordinaire chez Femka, parce qu'il y a une complémentarité entre toi et ton associé, parce que ton associé est une femme, donc tout de suite, elle est très habitée par le sujet, mais toi, tu es un homme, donc tu fais un état des lieux de la situation, et c'est super pertinent d'avoir aussi ton point de vue là-dedans. Est-ce que Femka a une définition particulière? Ça veut dire quoi, Femka? Alors, je suis très branding, donc forcément, je te poserai la question. Euh, ça sort d'où, Femka? Ça veut dire femme et capital, c'est la contraction des deux. D'accord. Donc voilà, Ok. on a contracté. Trop bien. Ok, ok. Et donc, juste pour m'attarder un peu plus sur les programmes que tu as bien expliqué de Femka à destination des femmes, comment ça fonctionne? Alors, juste parler un peu technique, vous avez une plateforme, donc il y a des formateurs qui sont là, qui donnent des formations sur la gestion de finances. Est-ce qu'il y a un b.a.-ba, genre on commence par un sujet pour emmener à un autre? Comment ça fonctionne de façon très pratique? Là, je parle vraiment des quotidiens des personnes, parce que si aujourd'hui les gens qui nous écoutent, ils se poseront la question, mais en fait, ça se passe comment ces formations sur les finances de façon globale? Vous l'aurez compris, il y a l'investissement ou plein d'autres sujets à comprendre. Voilà. Alors pour avoir une vision très process, en fait, t'as différents parcours en fonction des thématiques que tu veux voir. Donc il y a des formations sur divers sujets. Aujourd'hui, il y a l'investissement locatif, il y a introduction à l'investissement. En fait, on s'est rendu compte il y a beaucoup de personnes qui, en fait, à un moment ont le sujet où ils se disent, bah, je commence à avoir de l'argent sur mon compte, j'ai pas forcément, euh, je sais pas forcément vers quoi me tourner, j'ai pas forcément non plus confiance dans des intermédiaires, notamment parler de la banque tout à l'heure, parce que j'ai un passif avec mon conseiller et je sais que il est plus commercial que conseiller et donc j'ai un peu de mal à lui faire confiance. Et donc dans ce cas, moi j'aimerais bien me former dans un premier temps pour voir après si oui ou non je suis ce que cette personne me dit. Et donc en fait, pour monter en compétences, on a comme ça différents parcours. Et donc il y a toute une partie de connaissances hein, qui est du e-learning et qui est sur la plateforme. Donc ça va être des vidéos, ça va être des fiches pratiques, ça va être des outils qu'on va à ta disposition, avec toujours l'idée que nous on a fait un travail curatif. Le but c'est pas forcément de faire des experts. Enfin on n'a pas vocation à transformer nos clientes en conseillères en gestion de patrimoine. En revanche, on leur donne un maximum d'outils pour qu'elles puissent commencer à faire leur premier pas, commencer à investir, pouvoir lire la presse financière si elles le souhaitent, pouvoir se faire accompagner si elles le souhaitent, pouvoir même investir par elles-mêmes si elles le souhaitent, ou continuer leur voyage dans le monde des finances personnelles. Donc tout ça, ça se fait en e-learning, une partie de connaissances. Il y a une partie aussi très sociale, c'est-à-dire on a un groupe WhatsApp dans lequel il y a de l'animation, de l'activité tous les jours sur ces formations, avec des échanges, que ce soit des questions, que ce soit des victoires de certaines participantes, que ce soit je sais pas, des updates réglementaires, que sais-je, ça peut être vraiment beaucoup de choses, même des ressources qu'on pousse. On pousse des podcasts, des articles, ce genre de choses, pour qu'elles, en fait, elles découvrent un nouveau monde. Souvent, l'effet que ça fait, c'est que en fait, elles se rendent compte qu'il y a un écosystème en ébullition qui existe et en fait, elles peuvent le découvrir et l'explorer. Et c'est complètement accessible enfin, à tout le monde. En fait, faut juste un peu prendre le temps et être sensibilisé. Donc, il y a cette partie communautaire là. Il y a une partie de e-learning et il y a parfois sur certains programmes, certaines formations, soit du coaching, soit des sessions collectives. C'est-à-dire qu'on passe du temps ensemble, où le but c'est concrètement de, de, de faire des exercices, donc de passer à l'action. Ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas vocation à faire des conseillères en gestion de patrimoine, mais on n'a pas non plus en vocation à faire de nos participantes des bibliothèques. C'est-à-dire qu'on a observé qu'il y a un biais qui peut exister, c'est celui de vouloir tout connaître, mais finalement à la fin on ne fait pas.
Bon, on connaît énormément, on sait plein de choses, et nous, on n'a pas envie que ça se passe comme ça, donc on a mis en place des sessions collectives où le but, c'est de faire des ateliers du coup, des ateliers très concrets où là, ce sont les participantes qui travaillent et nous, on est un peu en retrait, et comme ça, elles peuvent avancer chacune sur leur projet Très, très bien. d'investissement. Ouais, mais je vais juste finir avec le sujet parce qu'on a très peu de temps là, le temps file et c'est toujours ma frustration. Et en fait, il y a très peu de femmes déjà qui parlent des finances aujourd'hui. Bon, je vois sur les réseaux sociaux. Alors, il y a une influenceuse qui s'appelle Caroline Jurado que j'ai, euh, j'ai déjà entendue via Caroline Mignot. Mais il y en a très très peu qui en parlent. Et comment tu l'expliques Melvin, c'est parce qu'il y a une méconnaissance là-dedans ou enfin parce que du coup c'est clairement les femmes qui devraient aussi se sentir très concernées par le sujet et peut-être apporter des connaissances ou ce genre de choses. Alors, je pense qu'on a on a le même sujet par rapport à enfin, le même sujet de statistiques par rapport à ce qu'on expliquait tout à l'heure, le fait que ce soit une industrie qui est initialement fondée par des hommes, une industrie qui est majoritairement masculine, ce qui fait que on a aussi plus d'hommes qui vont se sentir attirés par ça, et donc on a aussi plus d'influenceurs masculins, et du coup on a moins d'influenceuses féminins sur cette thématique. Ça c'est le premier point, et en termes de proportion, je pense. Et donc, on a aussi moins de participantes, c'est-à-dire qu'on a on a moins de femmes qui se sentent attirées parce qu'il y a plus d'influenceurs masculins, et c'est à la fin un serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire comme on a aussi, on a que des influenceurs masculins, il y a plus d'hommes qui continuent d'y aller, il y a moins de femmes qui se retrouvent dans les rôles modèles, on a du coup moins d'influenceuses féminines sur le sujet qui émergent, mais les choses sont en train de bouger, petit à petit, mais rencontrent le même souci euh, que dans n'importe quel domaine qui est dominé par les hommes, où il y a aussi, on peut lire quelques posts de Caroline Jurado où on voit que en fait très vite il y a il y a des retours qui peuvent être soit sexistes, Ouais, voilà, c'est plus compliqué que la moyenne pour se faire son trou dans ce domaine, quoi. ouais, ouais, complètement. Ça peut arriver, je pense, en avoir conscience. Ouais, bah, les choses bougent et je pense grâce aux actions de FMK, des Melvin et toute son équipe. Et donc ton livre, tu es nouvellement écrivain. Félicitations à toi. C'est cool. Juste en quelques mots, on n'a pas beaucoup de temps, je suis désolée, mais j'aimerais que tu en parles un peu plus sur ça, sur ce projet que tu as lancé là. Pourquoi le livre d'ailleurs? Pourquoi tu voulais écrire un livre? En tout cas, coécrire un livre avec ton associé. Eh bien, c'est un autre, dans notre mission, on va dire, chez FMK, on a notre mission, ce qui est inscrit dans nos statuts, c'est de démocratiser l'investissement auprès des femmes. En gros, c'est ça la philosophie. Les formations, ça reste quand même un moyen de démocratiser qui est très efficace. En revanche, ça reste quand même un investissement qui est pas à la portée de tous et de toutes. Et donc l'enjeu, c'était de changer de média, donc d'utiliser le livre qui du coup est plus accessible pour participer à cette mission de sensibilisation et on va dire, transmettre notre vision des choses, la vision qu'on a de la finance. Nous, voilà, la chose pour laquelle on milite, c'est le fait de se tourner vers une finance qui est plus inclusive, donc qui va davantage prendre en considération les besoins, les motivations des femmes, mais aussi une finance plus responsable. C'est-à-dire que quand on regarde ce que disent les rapports et les prises de décision des femmes, on se rend compte que, par exemple, ils ont une plus grosse sensibilisation, une plus grosse sensibilité, pardon, à ce qui est aux placements qui sont par exemple écologiques. Et donc, si les femmes aujourd'hui n'étaient pas exclues du monde de l'investissement, donc en fait l'industrie financière arrivait à adresser aussi bien les hommes que les femmes, eh bien aujourd'hui on aurait 1800 milliards de plus pour la transition écologique. Donc en fait, un volume d'investissement qui est colossal, hein, on est de l'ordre du PIB de certains, voilà, du Mm. PIB de la France à 400 milliards près, quoi. Et donc on sait comme si on avait quasiment 80% de la France du coup qui travaillait toute une année, et on prenait toute cette valeur-là et on la dédiait à l'écologie. Donc c'est un truc qui est super fort en termes d'image et qui du coup pourrait venir financer des initiatives écologiques. On parle de ça, mais on parle aussi par exemple
de toutes les initiatives dans le monde de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat féminin, c'est un secteur qui est donc des projets qui sont portés par des femmes. C'est généralement des projets qui sont sous-financés. C'est-à-dire qu'en majorité, ce sont des projets qui sont portés par des hommes qui sont financés. Là-dessus, il y a Sista qui fait un travail qui est incroyable. Bref, il publie régulièrement des rapports là-dessus. Et en fait, si on se dit qu'il y a beaucoup plus de femmes investisseuses, ça sera aussi beaucoup plus du coup d'investisseuses qui auront une plus forte sensibilité pour ces sujets, parce qu'en fait, ça les concerne, parce qu'elles se retrouveraient dans les fondatrices, en l'occurrence. Et donc, ces projets auront aussi plus de financement. Et donc, comme ça, on arriverait, ça aurait des effets rebonds sur différents secteurs de la société, et ça serait particulièrement vertueux. Alors, j'ai oublié la question, mais, je crois que c'est répondu en partie. Ouais, non, mais c'est clairement répondu en partie. T'en parles un peu, tout le long du podcast. Mais une dernière question, la question du podcast, c'est la promesse du podcast. En quoi, Melvin, tu crées des possibilités? Alors, la question la plus facile de cette interview. Tout à fait. Je pense en quoi je crée des possibilités. PMK crée des possibilités parce que l'aspect financier, c'est un aspect qui vient se répercuter finalement dans tous les domaines de notre vie. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, et moi c'est ça ce qui a motivé mon envie de créer une entreprise dans le secteur de l'éducation financière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a développé des compétences en termes d'éducation financière, on a une nouvelle corde qui s'ajoute à son arc, même plusieurs. Première chose qui se passe, c'est que on arrive à comprendre la société enfin, le fonctionnement de la société dans son ensemble de manière plus fine. C'est-à-dire qu'on comprend les enjeux monétaires qui se passent, et comme à la fin, pour beaucoup d'acteurs, l'argent, ça reste un peu le nerf de la guerre, qu'on veuille ou non, lorsqu'on a compris lorsqu'on comprend davantage comment tout ça fonctionne, on comprend aussi davantage la société dans laquelle on évolue. On comprend pourquoi une entreprise est obligée de licencier. On comprend aussi pourquoi certaines décisions politiques peuvent être prises. Alors, le comprendre, ça n'excuse pas, hein, bien entendu, mais ça permet d'ajouter une certaine compréhension, et donc on devient, on va dire, plus compétent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que finalement, ça change radicalement notre trajectoire de vie. À partir du moment où on prend en main nos finances personnelles, on a tout simplement plus de moyens puisqu'on commence à investir. Et à court terme, ça se voit pas immédiatement, mais en tout cas à moyen voire à long terme, on a du coup les moyens de faire beaucoup plus de choses, ou de faire sinon des choses avec beaucoup plus d'efficacité. Je prends un exemple très simple. Quand on a tout simplement un peu d'argent, quand on est la classe moyenne, on va peut-être s'inscrire à une salle de sport, et donc on va payer peut-être, je sais pas, c'est 30-50 euros par mois, genre, dans ces eaux-là. Quand on a beaucoup plus de moyens, on est en mesure de prendre un coach sportif et peut-être un coach en nutrition, ou une coach. Et bien, dans ce cas-là, le coach va dédier des exercices spécifiques à ce qu'on souhaite faire. Même chose pour la nutrition. Et du coup, on a des changements et des transformations qui sont radicales en termes de corps. Et du coup, c'est beaucoup, beaucoup plus efficace parce qu'en fait, au début, à la base, on a plus de moyens. Et donc, le fait d'avoir, de se former en finances personnelles, ça a ensuite des impacts dans notre vie qui sont énormes, en fait. Et ça peut être dans n'importe quel, énormément de domaines de notre vie. Et ça, c'est super fort. Ça peut être, si on veut se lancer en entrepreneuriat, même chose, on peut avoir des fonds. On aura beaucoup plus d'argent à la base pour se lancer, et si on a plus d'argent, ça sera plus facile. Même chose dans n'importe quel domaine. Donc je pense que c'est Yes. vraiment une compétence à internaliser vraiment à la base, parce que sur le long terme, en tout cas, ça va changer radicalement notre trajectoire de vie, et pour le meilleur. Complètement. Alors, je suis clairement dans ta cible, dans votre cible. Donc, je vais aller regarder un peu plus en profondeur ce que vous faites, et avoir un conseil très personnalisé, en tout cas de ta part, Melvin. Ton livre, il sort quand? Alors, mon livre, il sort le 11 janvier 2023, donc il est co-écrit avec mon associé, Hélène. Mhm. Et donc, oui, c'est un livre pour cette nouvelle vision de la finance, mais qui se veut aussi très actionnable, hein. Ça reste un guide pratique. Donc, on a à la fois le côté un peu manifesto où on explique pourquoi on existe et pourquoi on a créé ce livre, pourquoi on l'a écrit. Et ensuite, une partie plus pratique sur comment négocier son salaire, comment gérer son budget, comment gérer son épargne, et puis des premières briques pour pouvoir commencer à investir et prendre en main ses finances personnelles.
Tout à fait. Rien de plus pratique sur des sujets de financement. Clairement, la théorie, c'est souvent très compliqué, mais là où vous êtes différenciant chez FEMCA, c'est qu'il y a de la pratique, parce qu'il y a de la formation, et ton livre ajoutera une dimension peut-être supplémentaire à ça, et j'ai hâte. Donc, on retrouvera sur toutes les plateformes, j'imagine, de vente de livres, Amazon ou plein d'autres. Exactement. Tous les distributeurs, peut être, Amazon, Fnac, Cultura, etc., à partir du 11 janvier prochain, le livre s'appelle Développer vos super pouvoirs financiers. Super pouvoir, trop Ouais. bien. Alors, c'est destiné aux femmes ou aux hommes ou les deux, peu importe. Peu importe, peu Ok, importe. C'est-à-dire d'accord. on a mis notre ADN, notre philosophie dans le livre, mais après, peu importe. Ok, donc ça sert aussi bien aux femmes et aux hommes. Et une dernière question, Melvin, et on va clôturer avec ça. Dans 5 ans, dans 10 ans, comment tu te vois, où tu te retrouves, quelle transformation tu veux apporter en fait. Euh, c'est un peu le Melvin Alors, d'après. à chaque fois que j'ai fait cet exercice, je me suis trompé. Mais disons que si je dois faire l'exercice à titre personnel, je pense que j'ai enfin trouvé l'activité qui me plaît beaucoup en termes de job. On en parlait tout à l'heure, mais l'entrepreneuriat, c'est un truc qui me fait vachement vibrer. Le côté de la création, je trouve que enfin, le fait de créer systématiquement et d'être très libre de ses décisions, ça permet d'être très responsable et ça permet d'avoir une courbe d'apprentissage qui est absolument démentielle. Donc c'est trop bien. Je pense que je continuerai là-dedans. Dans ce domaine. Dans un monde idéal, du coup, avec Femka, ça a grossi. On a continué, on a pris de l'ampleur. Et nous, ce qu'on imagine, c'est qu'à terme, on ait pris tellement de place qu'on ait une ambition presque politique au projet. Pas au sens où l'entreprise devient politique, mais au sens où on commence à avoir des données en France, parce qu'aujourd'hui, sur ces sujets d'inégalité économique entre les genres, on a très peu de données en France. Donc on commence à avoir des données. On est capable de commencer à expliquer les raisons de ces problèmes. On commence aussi à avoir des mesures d'un point de vue gouvernemental pour faire en sorte que, ok, certes, les retraites sont de plus en plus par exemple de l'ordre de la responsabilité de l'individu, mais de l'autre côté, on laisse personne de côté, on n'oublie pas ceux qui sont dans une précarité économique, et donc nous on poussera dans ce sens-là en tout cas. Trop bien. Et vous êtes combien chez FMK actuellement? Alors actuellement on est 3. Ok. Donc il y a moi, mon associé et une personne en stage et on grossit petit à petit. Et ça avance. Ben, merci beaucoup Melvin. Alors on court après le temps. Donc alors tu me diras en off une personne que tu souhaites me recommander pour ce podcast ou une ou plusieurs personnes que tu souhaites me recommander pour ce podcast. Merci beaucoup, merci pour toutes ces informations. Je t'ai dit, je suis dans la cible, donc moi ça m'intéresse beaucoup et vous apporter du sens en fait dans ce que vous êtes en train de faire, et c'est un projet qui est très utile aussi pour les femmes et aussi pour n'importe qui, puisque tu l'as dit à la fin, hein, l'idée c'est aussi d'apporter de la donnée, aussi de la connaissance, faire un état des lieux sur ce qui se passe et faire bouger les choses. Merci beaucoup, merci. Investisseurs, entrepreneurs, pour toutes ces personnes qui veulent te contacter. Alors pour me contacter, c'est assez simple, donc c'est sur LinkedIn, Melvin Duvaux. Vous me trouverez, j'ai une pastille rose normalement. Et sinon, vous pouvez me contacter via Femka. Donc le site c'est www.femka.fr et vous pouvez écrire sur l'adresse hello@femka.fr. Et normalement, Hélène ou moi répondront. Voilà, on va Super. échanger. Dans tous les cas, sur notre site, on mettra toutes les informations sur Melvin, imagine-connect.com. On fera un portrait de Melvin avec toutes les infos pour le contacter. En tout cas, merci beaucoup Melvin. C'était super sympa que tu sois venu déjà, accepter l'invitation, et j'espère que toutes ces informations vont être une mine d'informations pour les gens qui nous écoutent. Et pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire super sympa. Vous pouvez aussi partager l'épisode aux personnes autour de vous, aux femmes notamment, des gens qui auront besoin d'entendre ces belles paroles de Melvin. Et retrouvez-moi sur imagineconnect.com. Quant à moi, je vous remercie. Je vous retrouve très prochainement avec un invité on fire aussi, qui va partager un petit peu ses possibilités, son parcours. Merci à vous. Merci Melvin.
Un mot de la fin C'est peut-être? ça. Formez-vous, c'est hyper, Oui. hyper important. Que ce soit avec Femca, sans Femca, formez-vous. C'est hyper important. Merci beaucoup. À très bientôt. Salut, salut.